Bonsoir à tous, merci de nous avoir rejoints pour cette nouvelle édition sur Télésud. Voici les 3 titres à la une de l'actualité. 5 jours après avoir conclu un accord de cessez-le-feu, les combats ont repris jeudi dans l'est de la République démocratique du Congo, à quelques kilomètres de Goma. Alors que des tirs d'armes lourdes ont été entendus, l'armée congolaise accuse les rebelles du M23 d'avoir tué 50 civils. Cyril Ramaphosa restera-t-il président d'Afrique du Sud? Sous la menace d'une procédure de destitution, sa prise de parole est attendue. Les cadres de son parti, le Congrès national africain, ont convoqué une réunion d'urgence ce vendredi. Enfin, la scène a fait le tour des réseaux sociaux et des télévisions. 2 violents échanges de coups ont éclaté jeudi au sein de l'Assemblée nationale sénégalaise. Depuis quelques jours, la tension est vive dans l'hémicycle entre Amin Ndiaye et ses collègues de l'opposition après des propos tenus par la députée de la majorité contre un chef religieux du pays. La trêve signée à Luanda, en Angola, n'aura duré que 5 jours avant que les combats ne reprennent dans l'est de la RDC, à quelques kilomètres de Goma. Jeudi, des tirs d'armes lourdes ont été entendus. L'armée congolaise, elle, accuse les rebelles du M23 d'avoir tué 50 civils. Mathieu Nicolas. La trêve n'aura donc duré que 5 petits jours. Jeudi, des combats à l'arme lourde auraient repris dans l'est de la République démocratique du Congo, entre le M23 et l'armée congolaise. Depuis samedi, aucun retrait n'avait été observé, mais les armes s'étaient tues. L'armée accuse aujourd'hui le M23 d'avoir violé le cessez-le-feu. Depuis le matin, des combats ont repris entre les FARDC et le M23 à Kirima. Les rebelles ont traversé le pont en direction de Kibirizi après les combats d'avant-hier à Kicheche. Mais les accusations de l'armée congolaise vont plus loin. Mardi, les rebelles du M23 auraient massacré au moins 50 civils à Kichiche, une localité sous leur contrôle à une centaine de kilomètres de Goma. C'est dans un communiqué que le porte-parole des forces armées FARDC charge les rebelles. Plusieurs autres civils sont aujourd'hui portés disparus ou ont été kidnappés par la horde de terroristes du M23. Il est à déplorer également l'enlèvement et le recrutement forcé des jeunes par le M23 ainsi que l'utilisation des mineurs dans ses rangs. Si le M23 rejette ces allégations, Human Rights Watch a été parmi les premières organisations à alerter sur les exactions sur le front. Elle a demandé à la MONUSCO de se déployer dans la zone et de faire de la protection des civils une priorité contre de nouvelles attaques de représailles. De son côté, la MONUSCO n'a pas avancé de bilan précis, mais évoque un grand nombre de victimes civiles. Terrain sécuritaire toujours, mais en Centrafrique, le président Faustin Archange Touadéra est revenu sur la dernière attaque de Bossangoa à l'occasion d'une adresse à la nation mercredi. Une enquête est toujours en cours afin d'identifier l'aéronef, sa provenance et la nature des engins explosifs. Je vous propose de l'écouter. Du 27 au 28 novembre 2022, une attaque terroriste, lâche, ignoble, a été perpétrée contre la population civile à Bossangoa, chef-lieu de la préfecture de l'Ouam, qui vit encore dans la psychose suite à d'innombrables atrocités subies pendant la grave crise militaro-politique qu'a connue le pays. Elle visait aussi les intérêts économiques de notre pays, notamment le bombardement de l'usine d'égrenage de coton, et a privé le tiers de la population centrafricaine vivant des revenus générés par cette principale culture de rente, et même privant l'État d'importantes recettes domestiques. Je tiens à vous assurer que les dispositions idoines sont prises pour empêcher la répétition de ces actes terroristes.
Embourbé dans un scandale financier, le président sud-africain Cyril Ramaphosa est dans la tourmente. Il est accusé d'avoir dissimulé un vol à son domicile de plusieurs millions de dollars à la police. L'opposition, elle, demande son départ et des élections anticipées. L'ANC, son parti, est en état d'alerte. Le point sur la situation avec Émeric Torrignon. Depuis jeudi, le sort de Cyril Ramaphosa à la tête de l'Afrique du Sud mobilise toutes les attentions. Au lendemain de la publication d'un rapport sur le scandale de cambriolage présumé de sa ferme au nord-est du pays, le président pourrait bientôt faire l'objet d'une procédure de destitution. Il lui est reproché d'avoir dissimulé à la police et au fisc l'incident survenu il y a 2 ans, au cours de laquelle des liasses de billets ont été retrouvées cachées dans du mobilier. Depuis 2 mois, l'affaire fait grand bruit dans le pays et menace d'emporter Cyril Ramaphosa. Je pense que le rapport est assez concluant. Il dit que le président doit répondre de ses actes. À cet égard, nous soutiendrons la prochaine étape vers une commission de destitution, car nous pensons qu'il est important de demander des comptes au président. Nous avons également fait valoir la nécessité d'organiser des élections anticipées. Le rapport remis au Parlement est clair. Cyril Ramaphosa a pu commettre des violations et des fautes dans le cadre de cette affaire qui a éclaté en amont d'une échéance électorale cruciale pour l'avenir politique du président. L'énorme somme cachée dans la ferme, au total 580 000 $, a fait peser le doute sur la candidature de Ramaphosa, qui souhaite se présenter comme un homme intègre après l'ère de corruption de l'ancien président Jacob Zuma. Mais pour l'opposition, pas question de le laisser à la tête du pays jusqu'à la prochaine élection. Si nous continuons avec la situation actuelle pour les 18 prochains mois, nous allons voir une aggravation de la crise de l'électricité, le chômage va augmenter, nous allons voir l'incertitude et la confiance des investisseurs complètement détruites dans le pays. Comment un président peut-il aller à l'étranger et rencontrer des investisseurs étrangers quand il a ce spectre au-dessus de sa tête ? La pression monte de plus en plus autour de Ramaphosa. Mardi, le Parlement se réunit pour se pencher sur la possibilité d'enclencher une procédure de destitution contre lui. Le président, de son côté, selon ses proches, n'occulterait pas l'option d'une démission. Et justement, Cyril Ramaphosa restera-t-il en poste à ce stade? Le président sud-africain multiplie les consultations auprès des ténors de son parti. Écoutez Vincent Magwenya, il est le porte-parole de la présidence africaine et il assure que le président se prépare à toute éventualité. Écoutez. Le président est conscient de l'énormité de cette question, de ce qu'elle signifie pour le pays et pour la stabilité du gouvernement. En conséquence, il est toujours en train de traiter le rapport, mais dans cet exercice, il s'entretient également avec un certain nombre d'acteurs et de parties prenantes. Ce qui est important, c'est de choisir un chemin ou une route qui est avant tout dans l'intérêt du pays. La scène a fait le tour des réseaux sociaux et des télévisions sénégalaises depuis jeudi et pour cause. Alors que le vote du budget du ministère de la Justice est discuté, une violente dispute éclate entre un député de la majorité et un élu de l'opposition. Après des propos jugés controversés de la députée, l'échange tourne au pugilat. Explication Lorraine Mabou. Cette scène se déroule au Parlement sénégalais. Depuis jeudi, la vidéo de l'agression d'une députée de la majorité par son collègue de l'opposition a fait le tour des médias et des réseaux. En pleine séance parlementaire, le député de l'opposition, Massata Samb, a interrompu son discours après des propos controversés sur un chef religieux, membre de l'opposition. La députée de l'opposition Amy Ndiaye aurait déclaré dimanche dernier que Serigne Moustapha Sidé, un chef religieux musulman, proche de la coalition de l'opposition, n'était pas un homme de parole et que ce dernier manquerait de respect au président Macky Sall. Des propos qui ont mis le feu à un hémicycle déjà sous tension. La violence des coups échangés au Parlement a été condamnée par plusieurs personnalités sénégalaises. Les membres de l'opposition exigent des excuses publiques et l'absence de Amy Ndiaye de l'Assemblée pour assurer la continuité des prochaines séances.
De leur côté, les députés de la coalition au pouvoir et des militantes féministes se sont insurgés contre le recours à la violence du député de l'opposition. Cet énième incident au Parlement sénégalais illustre des tensions profondes entre majorité et opposition du pays. Les envoyés de l'Union africaine, de l'ONU et de l'Autorité intergouvernementale pour le développement ont rencontré jeudi à Djouba, au Soudan du Sud, des responsables des groupes rebelles qui ne font pas partie de l'accord de paix de 2020. Ensemble, ils ont discuté du processus justement de paix au Soudan, conclu 2 ans plus tôt entre gouvernement soudanais et représentants du Front révolutionnaire. 2 ans après cette signature, les divergences sont de plus en plus profondes. On écoute à ce propos Volker Perthes, il est le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies au Soudan. Certaines forces ne sont peut-être pas désireuses d'entrer dans le processus politique à Khartoum à ce stade particulier. Mais cela ne signifie pas qu'elles ne sont pas pertinentes pour un retour durable à la transition vers la démocratie et une paix durable. Nous l'avons souvent dit, mais nous ne pouvons que répéter que la transition vers la démocratie et une paix stable et inclusive sont très étroitement liées. Au Mali, le projet de loi de finances 2023 qui affiche un déficit de 695 milliards de francs CFA. Vladimir Poutine qui juge inévitable de bombarder l'infrastructure ukrainienne. Et Elisabeth Borne qui présentera le texte sur la réforme des retraites le 15 décembre. C'est le reste de l'actualité réalisé par Noël Ndong et Valentine Exantius. Au Mali, le projet de loi portant sur la loi de finances 2023, adopté à l'unanimité par le Conseil national de transition le 1er décembre, affiche un déficit de 695,9 milliards de francs CFA, soit une augmentation de 4,7 milliards de francs CFA. L'étude comparative détaillée de ce budget 2023 par rapport à celui de 2022 débouche sur un constat. L'État malien doit mobiliser plus de 600 milliards de francs CFA pour maintenir l'équilibre budgétaire. Pour la mobilisation de ce fonds, l'État compte sur ses services de recettes. Le gouvernement malien a indiqué avoir mis en œuvre 4 réformes majeures de la douane qui contribuent aujourd'hui à l'atteinte des objectifs. Pour le président russe Vladimir Poutine, frapper les infrastructures ukrainiennes est nécessaire et inévitable. Lors de son récent entretien avec le président russe, le chancelier allemand Olaf Scholz a insisté pour qu'une solution diplomatique soit trouvée le plus rapidement possible, ce qui implique le retrait des troupes russes. Vladimir Poutine a à l'inverse pointé la position destructrice de l'Occident dont le soutien politique, financier et militaire incite selon lui Kiev à rejeter l'idée de toute négociation. Le président russe a également appelé le chancelier allemand à revoir son approche. La dernière vague de frappes de missiles et de drones russes date du 23 novembre. Les responsables ukrainiens ont dit lundi s'attendre à une nouvelle vague de bombardements russes prochainement. La première ministre française Elisabeth Borne a confirmé que le texte sur la réforme des retraites sera présenté le 15 décembre à l'issue des dernières discussions avec les partenaires sociaux. Le gouvernement souhaite reculer l'âge légal de départ à 65 ans. Les concertations ne sont pas terminées et tous les arbitrages ne sont pas encore rendus. Mais Emmanuel Macron s'est dit ouvert à un report à 64 ans avec un allongement de la durée de cotisation. Si vous habitez en France et que vous prenez le train, ce week-end risque d'être perturbé dès vendredi et jusqu'à dimanche. Une grève des contrôleurs va en effet contraindre la SNCF à annuler 60% de ses TGV et intercités. Et les Ouigo sont concernés. Une reprise progressive est prévue lundi. On écoute la réaction de quelques usagers. Je peux comprendre qu'ils se battent pour leur salaire aujourd'hui, vu l'inflation, les difficultés, les prix qui augmentent, c'est compréhensible. Après j'ai envie de dire, comme on est habitué à des problèmes de train, des grèves, j'ai envie de dire un de plus ou un de moins, ça va pas changer grand chose pour nous, en fait on s'adapte. Ouais. Après moi ça peut m'inquiéter un peu dans un sens pour les fêtes, si ça touche vraiment les TGV parce que je vais potentiellement en prendre. Dans ce cas-là ça pourrait m'inquiéter. Ouais. Ça m'énerve parce que c'est quand même très fréquent, et au bout d'un moment ça devient un petit peu usant en fait. Enfin, je comprends qu'il y ait des revendications mais bon ça reste un service public et
voilà, ça complique beaucoup de choses. Ouverture des restaurants, des écoles, abandon des dépistages de masse. Les mesures anti-Covid tombent peu à peu en Chine. Une nouvelle étape franchie dans la politique zéro Covid du gouvernement après presque 3 ans de restrictions draconiennes. Localement, certaines villes ont annoncé que les cas contacts qui remplissaient certaines conditions auraient le droit d'effectuer leur quarantaine à domicile. Un changement de direction obtenu après une semaine de protestations exceptionnelles menées à la fois par des étudiants et des résidents en colère contre leur confinement. Jamais depuis les manifestations de Tiananmen en 89, le pays n'avait connu une telle mobilisation. La France n'a rien à envier à ses voisins algériens et tunisiens, alors que la baguette a fait son entrée dans le patrimoine mondial immatériel de l'UNESCO. La harissa tunisienne et le rail algérien ont également gagné leur place. Ancrée dans la culture et la gastronomie des pays, l'organisation a tranché en faveur de ses savoir-faire nord-africains. Valentine Exantus. Il est rouge et épais, confectionné à base de piment et d'huile d'olive. La harissa, ce condiment originaire de la Tunisie, a été inscrit ce jeudi sur la liste du patrimoine immatériel de l'humanité. Enregistrer la harissa comme patrimoine mondial est très important. Cela donne une valorisation internationale à notre harissa. Quand on dit harissa, on se réfère directement à la Tunisie. Cela nous ouvrira les portes des marchés internationaux et nous permettra d'avoir une meilleure image internationale. C'est très important en ce moment. Mais la harissa n'est pas la seule tradition africaine au patrimoine immatériel de l'humanité. Recalé par le passé, le rail algérien a intégré la liste en tant que tradition entourant ce genre musical populaire en Algérie et dans plusieurs pays du Maghreb, dont le Maroc, qui regrette ne pas avoir pu présenter un dossier commun avec l'Algérie. Le rail existe aussi au Maroc. Ce que nous espérions, c'était de présenter un dossier commun si les conditions étaient différentes, parce que la philosophie de ce comité est de rassembler les cultures et de rapprocher les gens. Mais malheureusement, vous connaissez les circonstances. La harissa et le rail entrent dans la liste des 48 candidatures validées par le comité de l'UNESCO qui se réunit encore jusqu'à samedi pour examiner d'autres traditions à sauvegarder qui devraient encore entrer au patrimoine immatériel de l'UNESCO, comme c'est déjà le cas pour la baguette française. Direction la Centrafrique qui a célébré jeudi le 64e anniversaire de son indépendance, une fête nationale marquée par des festivités, notamment la traditionnelle course de pirogue. Cette compétition de pirogue vieille de l'époque coloniale est chaque année le point d'orgue des célébrations du 1er décembre. Rollin, Jean-Paul Chibinda et nos équipes sur place. La course de pirogue est l'une des pôles d'attraction en République centrafricaine, surtout pendant la célébration des événements importants du pays, comme la fête nationale du 1er décembre de chaque année. La course de ce 1er décembre 2022 a été rehaussée par la présence du couple présidentiel. C'est une course véritablement effrénée qui a mis aux prises une vingtaine de pirogues contenant de braves jeunes avec pagaie en main, de part et d'autre, ramant avec vivacité. Après 5 kilomètres de dispute en aller et retour, c'est la pirogue de l'équipe Sédalé qui a franchi la ligne d'arrivée à la grande satisfaction du public pluriethnique venus nombreux pour féliciter leurs proches et également des organisateurs de la dite course. Je suis tellement satisfait de l'organisation et aussi de la prestation de tous les participants. Je vous témoigne ici l'attachement, je le répète, du peuple à la République. Et le peuple est derrière son président. Le trophée a été remis à l'équipe gagnante par le président centrafricain Faustin Archange Touadéra avec un bonus d'1 million de francs CFA. Le deuxième jusqu'au quatrième a reçu respectivement 700 000 francs, 500 000 et 350 000 francs CFA. Il faut dire que pendant ce moment important, des rivalités socio-culturelles et surtout politiques ne manquent jamais. Elles remontent à des années précédentes pendant lesquelles les régimes
étaient dirigés par des hommes politiques aux origines riveraines, tels qu'au sud-ouest, avec les présidents Barthélemy Boganda, David Dako et Jean-Bedel Bokassa, au sud-est, avec André Kolimba, autrement dit la rivalité ethnique Baka et Yakoma qui se perpétue à ce jour en République centrafricaine à travers cette course de pirogue. Et tout de suite, la page du mondial. Il n'y aura pas eu de miracle pour le Ghana. Dans ce dernier match du groupe H, l'Uruguay s'est révélé une fois encore être la bête noire des Black Stars. Défaite 2-0. Le Ghana s'arrête là, tout comme le Portugal qui a perdu 2-1 face à la Corée du Sud. 36 ans après sa qualification en 8e de finale au Mexique, l'équipe marocaine réécrit l'histoire. En remportant leur match contre le Canada 2-1, les Lions de l'Atlas ont gagné leur ticket pour la prochaine étape. Une qualification obtenue avec les honneurs et qui a largement été fêtée par les Marocains de Rabat à Doha. Souilas Baï. Des milliers de drapeaux rouges dans les rues. Jeudi, dès le coup de sifflet final, des supporters marocains ont déferlé dans les rues pour exprimer leur joie après la qualification des Lions de l'Atlas pour les 8e de finale du mondial. La victoire 2-1 face au Canada a suffi au bonheur des supporters. Nous sommes si heureux et nous sommes vraiment heureux du score et de la façon dont l'équipe nationale a joué. Et pour eux de gagner contre une équipe comme la Belgique, la 2e meilleure équipe du monde, de faire match nul contre la Croatie et aussi de battre le Canada, tout cela en soi c'est un bon résultat. Nous sommes très heureux et ce qui arrivera, si Dieu le veut, sera bien meilleur et j'espère que l'équipe ira le plus loin possible dans ce tournoi. La performance qui permet aux joueurs de Walid Regragui de terminer en première position du groupe F est saluée par les supporters. Désormais, beaucoup se prennent à rêver d'un parcours bien au-delà des pronostics. Nous sommes très heureux de cette victoire historique et ce fut une performance héroïque de la part des joueurs. Et nous avons gagné contre 3 équipes qui ne sont pas faciles à battre. Personne n'a imaginé que nous pourrions atteindre le prochain tour et être premiers de ce groupe. Si Dieu le veut, nous serons l'outsider de la Coupe du Monde 2022. C'est la 2e fois de son histoire que le Maroc décroche sa qualification pour les 8e de finale dans un mondial de football. S'ils veulent continuer à rêver et prolonger la joie de leurs supporters, les joueurs de Walid Regragui devront battre l'Espagne, leur prochain adversaire. Et nous savons déjà quels pays seront qualifiés pour les 8e de finale. Je vous propose de regarder le tableau. Les Pays-Bas affronteront samedi les États-Unis à 16h. Plus tard dans la soirée, à 20h, ce sera au tour de l'Argentine et de l'Australie. Et enfin, dimanche, l'affiche de la journée sera France-Pologne à 16h et Angleterre-Sénégal à 20h. Les meilleurs Africains vont jouer contre une grande nation du football. Ce sont les mots employés par l'ancien international sénégalais Ela Diouf pour évoquer la rencontre qui attend le Sénégal face à l'Angleterre dimanche à 20h. Écoutez-le. Très excité parce qu'on ne vit que pour des matchs pareils. Aujourd'hui, je les ai répétés que tous les matchs que vous avez joués, le match le plus important, c'est celui-là parce que c'est contre l'Angleterre, une des grandes nations de football. Voir le premier championnat du monde où aujourd'hui toutes les télés du monde vont montrer ce match-là, ça me rappelle Sénégal-France. Une institution du football contre aujourd'hui le meilleur d'Afrique, le meilleur équipe africaine. Et on se doit de leur montrer que le meilleur africain va jouer contre une grande nation de football. Et c'est qu'un match de football, c'est un match décisif, un match que tout le monde a envie de jouer. Et c'est un match qu'on ne gagnera pas parce qu'on a bien joué, on le gagnera parce qu'on est des hommes sur le terrain. Et avant de nous quitter, ces images, vous vous en doutez, derrière chaque nation, son lot de supporters. Jeudi, c'était au tour des Japonais de fêter la victoire de leur pays face à l'Espagne en direct de Doha, 2-1. En tête du groupe E avec 6 points, ils se sont qualifiés pour les 8e de finale et affronteront la Croatie le 5 décembre. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Excellent week-end et bonne suite de programmes sur Télésud.